La 13e croisade noire des forces des dieux sombres, menée par l'archi-ennemi Abaddon le Fléau, se déroule pour le pire pour l'Imperium. Le Fléau est parvenu à créer une tête de pont sur le monde carcéral de l'espoir de Saint-Jossman, que l'Imperium est contraint de détruire intégralement, en déployant une équipe de spécialistes au cours d'une mission suicide. Privé de sa tête de pont, Abaddon disperse ses forces à travers tout le secteur cadien, forçant la marine impériale à étirer ses forces au-delà du possible afin de conserver une efficacité opérationnelle optimale, ou à faire de douloureux choix stratégiques dans le déploiement de ses vaisseaux, forcés d'abandonner certains de ses territoires pour en défendre d'autres. Finalement, les forces du chaos s'agglutinent autour des mondes qu'elles assaillent, tandis que les flottes impériales se concentrent sur l'interception des vaisseaux ennemis en transit entre deux mondes, dans le but de leur tendre une embuscade et, idéalement, de parvenir à intercepter le vaisseau amiral d'Abaddon, le tueur de planètes, ce qui porterait un coup décisif aux forces du Fléau et pourrait mener jusqu'à leur retraite au sein de l'œil de la terreur. Malheureusement, le secteur cadien est vaste et les mouvements de l'ennemi imprévisibles. Pour ne rien arranger, des bandes de guerre orques éparses, attirées par l'énergie primale dégagée par les sanglants affrontements entre l'Imperium et les hérétiques, se mêlent au combat. Pire encore, les Aeldari issus de chacune de leurs sous-espèces, qu'ils soient Azuriani, Drukhari ou encore Harlequins, font leur apparition, tantôt apportant une aide inespérée aux impériaux, tantôt s'abattant sur eux de façon inexpliquée et inattendue. Dans ce contexte d'incertitude stratégique mêlant de trop nombreuses variables, l'état-major cadien ne parvient pas à planifier efficacement ses prochains combats. Même le génie d'Urzurkar Eucride, seigneur castellan et responsable de la défense de la porte cadienne, est mis à rude épreuve tant les zones de guerre sont nombreuses. Toute communication au long cours dépouillée de sa fiabilité en raison des tempêtes warp qui font rage dans tout le secteur cadien. Alors que rien ne semble pouvoir empirer davantage, Lord Xenos informe le haut commandement cadien que les mondes sentinelles ont commencé à s'animer. Il ne s'agit pas d'une menace extérieure, provenant du vide spatial. Au contraire, elle semble venir des entrailles même des planètes. Les antiques et implacables automates connus comme les Nécrons se réveillent, après avoir passé des millénaires en stase, dissimulés dans leur nécropole souterraine. L'activité warp provenant de l'œil de la terreur semble être la cause de leur éveil pour les stratégos impériaux. En revanche, ils sont incapables de deviner les intentions de cette race millénaire, même si, compte tenu de leur nature meurtrière, le haut commandement cadien préfère s'attendre au pire. Lord Xenos informe très rapidement l'état-major cadien du réveil des Nécrons qui a lieu sur chacun des mondes sentinelles du secteur cadien. Ces automates sans âme sont suspectés d'avoir hiberné sous les pieds des citoyens impériaux sans jamais se manifester. Désormais réveillés, selon toute probabilité à cause des activités d'Abaddon le Fléau et des forces du chaos, les Nécrons sortent de leur torpeur et émergent de leur tombeau souterrain. Ils semblent constituer une forme d'antithèse à l'énergie du warp, ramenée à la conscience par son pouvoir grandissant. La nature des Nécrons les contraint à s'opposer au warp sous toutes ses formes, et en ce qui concerne leurs intentions et leurs buts, cette posture antagoniste pourrait représenter, pour les analystes impériaux, une haine viscérale envers les forces du chaos. Il s'agit depuis toujours du plus grand péril pour l'Imperium, bien que l'humanité se repose paradoxalement sur le warp pour le voyage interstellaire et la communication, entre autres choses. Les Nécrons, quant à eux, ne reçoivent pas de tels bénéfices de l'exploitation du warp.
Ils n'ont aucun Psyker qui tire ses pouvoirs de l'immatérium, tandis que leur technologie hautement avancée leur fournit une emprise sur l'univers matériel qui rivalise avec les capacités des plus puissants Psykers, qu'ils soient humains ou Xénos. Concrètement, la somme de ces arguments pourrait signifier, pour l'Imperium, que ces Nécrons nouvellement éveillés vont s'en prendre principalement aux forces du chaos. Cela ne signifie pas pour autant que les forces impériales peuvent les traiter en alliés, car cette race millénaire constitue également l'anathème de l'humanité, la mort incarnée pour toutes les espèces intelligentes que les Phaéron Nécrons perçoivent comme des nuisances primitives sur le territoire de leur ancien empire. Le seigneur Castellan Creed ordonne immédiatement à toutes les forces impériales de ne pas interférer avec les forces Nécrons et de s'en tenir le plus éloigné possible, tout en leur permettant d'engager les forces du chaos à chaque fois que cela leur est possible. Néanmoins, les forces impériales ne doivent pas, sous aucune circonstance, venir en aide aux Xénos, car une telle attitude constituerait in fine une mise en danger des forces militaires humaines impliquées. La présence Nécron dans l'espace stellaire impérial ne doit être tolérée que tant que durera la croisade noire d'Abaddon, car bien que ces anciens aliens immortels soient l'ennemi de leur ennemi, cela n'en fait pas pour autant des amis de l'Imperium. Alors que l'Imperium engage de plus en plus de ressources pour la défense de la porte cadienne, et ce, depuis la 997e année du 41e millénaire, des rapports provenant de la bordure est de l'Ultima Segmentum suggèrent que l'Empire Tau profite que l'attention de l'Imperium soit portée ailleurs pour renforcer ses défenses. Ensuite, dans ce que les Tau appelleront la troisième sphère d'expansion, ils vont même élargir leurs frontières. Leur choix va d'abord se porter sur des mondes situés dans l'espace sauvage, n'ayant été revendiqués par aucune espèce intelligente. Mais les stratégos impériaux sont formels. L'Empire Tau est plus que susceptible d'employer cette période de conflit et d'incertitude pour l'Imperium à son avantage, aux dépens des mondes impériaux limitrophes, dont les défenses ont été amputées pour renforcer celles de la porte cadienne. L'inquiétude des commandants impériaux se trouve rapidement justifiée, car la 999e année du 41e millénaire, en concomitance avec la 13e croisade noire, les Tau initient une campagne militaire majeure visant à s'emparer du territoire impérial situé sur la bordure est. Cette campagne, baptisée la campagne de Zeist, vise à profiter de l'engagement des forces militaires impériales afin de prévenir les forces du chaos, dans le but de s'étendre au-delà du secteur cadien, pour agrandir rapidement le territoire de l'Empire Tau. En réponse, l'Imperium charge plusieurs unités issues des chapitres de l'Adeptus Astartes de se rendre dans le secteur Zeist afin de contrecarrer l'offensive Tau. Après de longs et sanglants affrontements, les Astartes parviennent à détruire la dernière base logistique avancée des Tau du secteur, située sur le monde d'Augura, marquant ainsi la fin de la campagne de Zeist et par extension de la troisième sphère d'expansion. En dépit de la victoire impériale, la taille de l'Empire Tau a augmenté de 133% et, en raison de l'invasion du chaos se faisant de plus en plus pressante sur les frontières du secteur cadien, il est impossible pour l'Imperium de mettre sur pied une expédition punitive à l'encontre de l'Empire Tau. Les Tau semblent ne plus vouloir repousser davantage les frontières de leur jeune empire. Et pour l'Imperium, l'ennemi est partout. Les forces Aeldari sont une fois encore aperçues autour du secteur Oculus. Les forces inquisitoriales sur place font la tentative de déterminer leurs intentions, mais sans succès. Leurs actions semblant contradictoires et indéchiffrables. Une fois venant en aide aux impériaux, une fois s'en prenant à eux de front, le haut commandement cadien ne se fait pas d'illusions. Les Aeldari ne se battent pour personne d'autre que pour eux-mêmes et planifient donc leur réponse militaire en conséquence. Ailleurs, dans le secteur Scarus, les orques semblent de plus en plus actifs.
l'Ordoxénos semble croire que les peaux vertes sont en train de se regrouper pour mener une invasion depuis un certain temps, plongeant leur regard mauvais dans les profondeurs du vide spatial inexploré, puis lançant leur attaque avec une barbarie dénuée de finesse, comme l'Imperium peut s'y attendre de la part de ses Xénos. L'Inquisition prévient le haut commandement cadien de rester sur ses gardes quant à des rapports d'infiltration aliens incongrus provenant des régions proches du système Subiaco-Diablo, en particulier d'attaques survenant d'au-delà de l'immensité galactique. L'Ordoxénos ne fournit pas davantage de précision au commandant cadien médusé, mais insiste que le haut commandement l'informe immédiatement si une telle attaque venait à se manifester. Bien qu'étant assaillis de toutes parts, les forces impériales et leurs commandants sont frappés d'une indignation légitime. S'il semble que chaque maudite créature de la galaxie s'est désormais liguée contre eux, ils restent déterminés à les emporter toutes avec eux si l'humanité devait finalement pousser son dernier soupir. Ailleurs, au sein du système de Malin's Reach, une nouvelle menace plus vicieuse encore se fait jour. L'apôtre noir Erebus et ses forces de la Légion Félonne des Wordbearers causent d'importants dégâts aux forces impériales chargées de défendre la région. Cet ennemi se montre particulièrement fourbe, tandis que le prophète des puissances de la ruine autoproclamé entreprend de convertir la population de l'Imperium aussi bien que de la massacrer. Tout en répandant sa corruption dans tout le secteur, Erebus parvient à manipuler la compagnie d'honneur des Ultramarines à lancer une attaque sur le monde de Thasia, la 4e planète du secteur de Malin's Reach. Les Ultramarines espèrent attirer Erebus au combat dans les forêts sombres et enveloppées de méthane de la surface du monde, mais s'aperçoivent que l'apôtre noir les a menés droit dans un piège. Les Wordbearers sont en effet très loin de Thasia au moment où les Ultramarines s'y posent, et ceux-ci se retrouvent en lieu et place face à une force Aeldari en embuscade sur le site de l'un des portails vers la toile de la planète. Juste après le largage orbital, le capitaine Ekion, commandant de la compagnie d'honneur, ordonne à ses forces de se tenir prêtes au combat et de ne pas lancer un assaut immédiat sur les Aeldari. Il a en effet été informé par le haut commandement cadien que les Aeldari se sont montrés à certaines occasions d'une aide cruciale pour les forces impériales. Et bien qu'il soit conscient de la duplicité naturelle des Xénos, il leur offre néanmoins la possibilité de se retirer sans effusion de sang. Malheureusement, les aliens malicieux ont l'esprit paré pour la guerre et lancent sans provocation impériale un assaut sur les forces d'Ekion. La bataille qui s'ensuit est prolongée et vicieuse, avec des combats faisant rage à travers la sombre forêt vitrifiée. La mort vient de l'ombre pour les deux camps, et tous deux souffrent de terribles pertes. Au bout d'un moment, Ekion ordonne à sa force fortement diminuée de se regrouper sur sa zone de largage pour un dernier assaut sur leur ennemi vicieux. Mais ce faisant, ils trouvent leur position abandonnée. À l'arrivée au pied du portail à Aeldari, le librarian d'Ekion, Lesrus, des Sons of Guilliman, lui apprend que les Xénos se sont échappés à travers la toile et ont entrepris de sceller le portail à distance. Ekion se jure de ne plus jamais donner le bénéfice du doute aux Aeldari, en raison de la perte de tant de ses frères pour si peu de résultats. Il lui apparaît alors clairement qu'Erebus soit non seulement parvenu à manipuler deux de ses ennemis à gâcher de précieuses ressources dans un combat futile l'un contre l'autre, mais qu'il a utilisé la distraction fournie par sa ruse pour attaquer ailleurs, s'abattant désormais sur le monde principal du système de Malin's Reach. Pendant une durée de 3 jours solaires, le monde de Malin's Reach subit l'enfer sous la forme de tempêtes warp tout autour de sa surface, masquant ses 3 lunes dans une brume violette maladive, rapidement suivie d'une invasion de marcheurs cauchemardesques qui massacrent sa population.
Beaucoup se prennent la vie par eux-mêmes, tant les visions de folie sont terribles, et davantage encore parcourent les rues en réalisant des actes de carnage et de folie débridés les uns contre les autres. Lors de la 3e nuit, le vaisseau d'atterrissage des Worldbearers émerge des cieux torturés et sécurise une zone de largage à quelques kilomètres du district du Ministorum de la capitale planétaire de Ruskin City. Les forces de défense planétaire de Malins Reach n'offrent qu'une défense anecdotique aux Space Marines hérétiques, car elles sont encore sous le choc de nombreuses heures solaires de torture psychique. Les Worldbearers s'abattent sur la cathédrale de Ruskin City et commettent des actes de blasphème tels que par édit impérial, tous les loyaux servants de l'empereur ont interdiction formelle d'en relater la nature, excepté les individus des plus hauts échelons du gouvernement planétaire. Ensuite, par des moyens inconnus, les Worldbearers parviennent à invoquer les créatures du Warp à l'intérieur de la cathédrale en ruine, avant de retourner à leur vaisseau et de quitter Malins Reach. Dans un autre plan d'existence, plus particulièrement à l'intérieur de la toile Aeldari, le royaume labyrinthique secret de la race Aeldari, grâce auquel elle peut traverser en un éclair la galaxie d'une extrémité à une autre, subit une incursion pendant la 13e croisade noire d'Abaddon, par des intrus dont l'objectif n'est rien de moins que le vol de ses plus terribles secrets. Ahriman, l'un des plus puissants sorciers du chaos, et ancien maître librarian de la Légion traîtresse des Thousand Sons, a réussi de façon inexpliquée à obtenir l'accès à la toile. Pendant des millénaires, ce pratiquant des arts les plus sombres a recherché cette connaissance et a désormais la ferme intention de découvrir le chemin menant à la Bibliothèque Noire, le vaisseau-monde caché servant de reliquaire pour toute la connaissance glanée par la race Aeldari pendant des millions d'années terranes au sujet du chaos. La Bibliothèque Noire est un vaisseau-monde obscur qui voyage en permanence à travers les corridors infinis de la toile. Sa localisation et son itinéraire font partie des plus grands secrets de la race Aeldari et sont cachés de tous, hormis aux Arlequins et aux membres du Conseil Noir, le corps dirigeant de la Bibliothèque Noire au sein de la dimension labyrinthine. Comme tous les vaisseaux-mondes, celui-ci est sentient et psychoactif, se cachant de toute sonde psychique tout en repoussant simultanément les entités du Warp et les intrusions physiques. La Bibliothèque Noire est une construction gigantesque, d'une apparence brûlée et cristalline, couvert d'ailettes et florissant de l'architecture gracieuse typique des Aeldari. Son intérieur est un labyrinthe intentionnel, comportant toutes les sortes de passages alambiqués, de corridors et d'antichambres. Des voûtes comportant des coffres de stase remplis de connaissances interdites et de dangereux artefacts pendent depuis la superstructure, tandis qu'à l'intérieur des myriades de citadelles, d'obélisques, de monolithes et de flèches composant le vaisseau-monde est gardé le reste de ses trésors arcaniques. La situation devient rapidement si désespérée que les gardiens de la toile prennent une part active dans la défense de leur royaume. La toile elle-même se sépare et se reforme comme une entité vivante, partout où Ahriman et ses suivants émergent. Des rumeurs de bêtes du Warp de la taille de vaisseaux de guerre, renforçant les armées d'Ahriman, constituent des implications dont la teneur est trop terrifiante à contempler. En réponse à l'intrusion du Thousand Son, les Aeldari lancent une contre-offensive massive, d'une taille telle qu'elle contredit leur nombre d'ordinaire si bas. Les activités des forces d'assaut du vaisseau-monde Ultwé s'accroissent au-delà de toute mesure, et une bataille désespérée éclate à travers la toile et la surface des mondes renfermant des portails y menant. En conséquence, même des mondes au sein de l'œil de la terreur deviennent le théâtre d'affrontements, car ils comportent un portail vers la toile auparavant scellé, mais dont l'accès a été rétabli dans cette guerre pour la domination de la toile.
Eidolon et Bélial IV sont deux de ces mondes, perdus il y a une éternité lors de la chute de l'Empire à Eldari, il y a 10 000 ans de cela, et sont désormais vitaux à la survie de leur race. La rumeur de l'intervention de l'un des seigneurs phénix à Eldari immortel se répand, et qu'il ne s'agit d'autre que de Mogan-Ra, le faucheur d'âmes en personne, qui mène les forces à Eldari sur les mondes perdus du système Bélial, et que des artefacts à Eldari anciens y sont déterrés par les forces de l'archi-ennemi. Tandis que la guerre dans la toile fait rage, les rapports de présence à Eldari autour du secteur cadien se font plus rares. Le haut commandement cadien comprend que les Aeldari sont retenus ailleurs, et bien qu'il n'en ignore la raison, voit plus clairement dans l'organisation de ses forces dans sa guerre contre les forces d'Abaddon le Fléau. Un tel répit est salutaire, les forces du Fléau, quant à elles, ne semblant pas vouloir faiblir dans un avenir proche. Mais malheureusement, les Aeldari sont composés de plusieurs sous-espèces, et toutes ne sont pas impactées de la même façon par les événements survenant dans la toile. Les Azuriani mènent les combats contre les Thousand Sons d'Ahriman avec le concours des Harlequins, alors que les Drukhari, quant à eux, n'ont cure du sort de la Bibliothèque Noire. Le nombre de raids que ceux-ci lancent augmente de façon alarmante, à tel point que certains éléments des forces impériales, en particulier les Astartes, sont chargés spécifiquement de leur élimination. Bien que l'Imperium blâme l'entièreté de la race Aeldari pour sa duplicité, les connaissances de Lord Xenos lui permettent de différencier les Azuriani de leurs cousins maléfiques des Drukhari. Par conséquent, les forces impériales prennent la décision de frapper fort et de concentrer leurs efforts exclusivement sur la sous-espèce Drukhari, afin de lui apprendre, une bonne fois pour toutes, que la toute-puissance de l'Imperium, bien que lente à réagir, est impossible à esquiver éternellement, et que ses représailles seront particulièrement meurtrières.